Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Ce premier épisode sera dédié à la prostitution des mineurs. Quelle forme prend la prostitution de nos jours ? Quel est l'état des lieux de ce phénomène en France ? Quelles en sont les victimes et comment mieux les protéger ? Pour y répondre, nous donnerons la parole à Madame Margot Millet, responsable du pôle juridique de l'ACPE, Action contre la prostitution des enfants, et à Maître Hippolyte Marchetti, avocat spécialiste en droit pénal des affaires, associé au cabinet Allen & Overy et membre de l'Alliance. Madame Bérangère Wallert, déléguée générale de l'ACPE, interviendra également. Bonne écoute! Bonjour Margot, pourrais-tu te présenter et présenter l'association dans laquelle tu travailles ? Très bien. Alors moi, je suis au pôle juridique de l'association ACPE, donc c'est Agir contre la prostitution des enfants. C'est une association qui a été créée en 1986 et son premier objectif, c'était de lutter contre le tourisme sexuel. Mais voilà, en fait, depuis une dizaine d'années, l'association, elle a identifié en France une autre problématique qui n'était pas du tout abordée par les pouvoirs publics et c'est la prostitution des enfants en France. Donc aujourd'hui, grâce à nos actions de terrain, on a une véritable analyse qui s'est affinée au fil du temps pour établir un état des lieux de la prostitution des mineurs en France. Ok, et justement, quel état des lieux pourrais-tu nous faire de la prostitution des mineurs en France aujourd'hui ? Alors, pour résumer un peu notre état des lieux, on a fait 3 grands constats. Alors aujourd'hui, le phénomène de la prostitution des enfants est en constante expansion. On a essayé d'estimer un peu un chiffre et on pense probablement qu'il y a plus de 30 000 mineurs qui sont victimes de prostitution en France. Et il y a un chercheur qui s'appelle Aziz Ezadek qui a estimé que 15 000 mineurs sont victimes de prostitution uniquement au sein de l'ASE. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on pense que le chiffre monte jusqu'à 30 000 pour toute la France. Ensuite, notre deuxième constat, c'est au regard des différents modes de prostitution aujourd'hui. Alors en fait, à côté des formes traditionnelles de prostitution qu'on connaît tous, donc la prostitution au bois de Boulogne, au bois de Vincennes par exemple, on voit aujourd'hui des formes assez nouvelles qui sont plus cachées et volatiles, mais qui n'en restent pas moins très violentes. Donc en fait, on fait face à une prostitution qui ne dit pas vraiment son nom, puisque en fait, ces jeunes qui se prostituent refusent de se dire d'être en situation prostitutionnelle et préfèrent parler avec des termes moins péjoratifs. Donc il y a les termes d'escorting, de michetonnage, de sugar daddy, sugar baby. Parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment cette notion, ils ne perçoivent pas cette prostitution comme une situation d'exploitation. Mais il n'en reste pas moins des victimes à de nombreux niveaux. Donc, comme je disais, il y a le michetonnage, donc c'est une forme ambivalente et informelle. Mais donc, en apparence, il peut être question de relations romantico-sexuelles, alors qu'en réalité, derrière ces appellations, on retrouve des hommes d'un certain âge qui ont des relations sexuelles tarifées avec des mineurs. Et enfin, notre troisième constat, c'est sur la place centrale aujourd'hui des réseaux sociaux et d'Internet dans le phénomène de la prostitution. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de prostitution 2.0. Internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu un lieu privilégié d'épanouissement de la prostitution des mineurs, puisqu'en fait, ça permet une mise en lien immédiate et discrète avec les clients. Et en plus, le problème aujourd'hui des réseaux sociaux, mais ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste, c'est que les jeunes sont confrontés très tôt à des contenus pornographiques, voilà, qui amènent une image de la sexualité et de la femme très différente de la réalité. En fait, nous, on a pu voir, puisqu'on assiste à des procès en tant que partie civile, que dans la plupart des procès pour proxénétisme, ces proxénètes ont recours aux réseaux sociaux et à des sites comme le site Wannonce, pour poster des annonces qu'on dit des annonces prostitutionnelles et entrer en contact directement avec les clients.
ce qui a été également confirmé par le rapport Champrenault publié en juillet 2021. Et enfin, une petite note par rapport à notre association. Voilà, en janvier, on a déposé une plainte avec une dizaine de parents contre le site Wanonce pour des faits de proxénétisme aggravé et de complicité de traite des êtres humains. Ce qu'on veut faire passer par cette plainte, c'est le message que les hébergeurs de sites sont des proxénètes à part entière. Du coup, je rebondis sur la banalisation et l'ubérisation de la prostitution, qui a d'ailleurs vu une vraie envolée, on l'a vu récemment, notamment avec la crise sanitaire. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment ces nouvelles formes de prostitution s'organisent ? Oui, alors en fait, il y a plusieurs étapes et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mode opératoire chez les proxénètes où en fait, il y a vraiment une logistique d'entreprise derrière ces micro-réseaux où en fait, déjà, il y a le recrutement et puis après, il y a poster les annonces sur les sites. Et ensuite, il y a s'occuper aussi des logements, là où va avoir lieu la prostitution. Donc, c'est généralement avec des Airbnb, surtout dans des hôtels. Et il y a également la question du transport. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on parle d'ubérisation, puisque en fait, c'est à la portée de tous. Et ça a été très simplifié par l'usage des réseaux sociaux et d'Internet. D'accord. Et concernant les victimes, pourrais-tu nous faire un point ? Existe-t-il un profil particulier ? Oui, alors c'est vrai que nous, on nous demande souvent si, en fait, il y a un profil type des victimes de mineurs de prostitution. Alors, socialement et géographiquement, il n'existe pas de profil type, puisque au regard de nos observations de terrain, on voit que la prostitution peut concerner tous les milieux sociaux. Après, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, les jeunes en situation prostitutionnelle sont âgés en moyenne de 14 à 17 ans et sont en majorité des filles. Les garçons sont également confrontés à la prostitution, mais cette prostitution est encore plus cachée parce qu'au tabou de la prostitution s'ajoute également le tabou de l'homosexualité. En plus, donc déjà de ces premiers constats, on sait également que le parcours d'un mineur victime de prostitution comporte presque systématiquement un trauma initial. Donc quand on parle de traumatisme, c'est généralement des violences sexuelles ou du harcèlement scolaire ou du harcèlement sur les réseaux sociaux. Et souvent s'ajoute à ça un vécu familial assez difficile. En fait, ces traumas vont avoir des conséquences sur ces jeunes, comme on peut dire la dissociation du corps, l'hypersexualisation ou voire l'amnésie traumatique. Et en fait, ces facteurs peuvent favoriser à l'entrée dans la prostitution. Ensuite, un dernier constat, c'est que de nombreuses victimes que nous accompagnons sont prises en charge par l'ASE du fait de parcours de vie difficiles. Et en fait, quand ils rentrent dans le système de la protection de l'enfance, c'est un peu un effet domino pour certains, puisque quand ils sont accueillis dans des foyers, aujourd'hui, c'est reconnu que c'est des lieux de recrutement pour la prostitution. Donc, quand on dit recrutement, c'est par les jeunes entre elles, ou les proxénètes, en fait, qui gravitent autour de ces foyers, puisqu'ils connaissent les vulnérabilités de ces jeunes filles et jeunes garçons. Je me permets d'insister sur un point, il faut pas croire que c'est l'ASE qui produit des jeunes victimes de prostitution. Il faut voir que l'ASE récupère des enfants. Si ces enfants sont soutenus par la protection de l'enfant, c'est qu'ils ont vécu des situations personnelles, familiales difficiles. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est aussi pour ça que c'est un public qui est vulnérable, c'est un public qui est fragile. Et ça, les proxénètes l'ont bien compris. Et donc, ces jeunes-là sont particulièrement sensibles et à l'emprise et peuvent facilement arriver dans la prostitution. En plus, en effet, de l'effet domino dont Margot vous parlait il y a un instant. Bonjour Hippolyte, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter en même temps le cadre juridique de la protection et de la défense des mineurs victimes de prostitution en France ? Alors moi je m'appelle Hippolyte Marchetti, je suis avocat pénaliste. Habituellement je fais principalement au sein du cabinet Alain et Auvry du pénal des affaires, mais comme c'est un sujet que je considère et que les équipes avec lesquelles je travaille ici au cabinet considèrent comme très important, on s'occupe aussi d'un certain nombre de dossiers en matière de lutte contre la prostitution des mineurs, et on est amené d'ailleurs à collaborer pour ça et à représenter la CPE dans un certain nombre de dossiers, à la fois pour être à côté des victimes et en même temps pour essayer de faire évoluer
le droit quand ça peut être intéressant ou régler des problématiques juridiques qui se posent. Voilà un petit peu le cadre dans lequel on intervient sur ces sujets. Alors ensuite, s'agissant du cadre pénal, on entend souvent que, et Margot évoquait tout à l'heure le cas du rapport Champrenault de juin 2021, qu'il y a une sorte d'illisibilité du cadre, tant les infractions sont multiples. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que effectivement, il y a beaucoup de qualifications pénales qui sont proposées par le Code. 3 catégories, si on veut résumer. La première, c'est les infractions qui vont réprimer l'acte de prostitution en lui-même, proxénétisme, la traite des êtres humains, le viol sur mineur en échange de rémunération. Vous avez ensuite des qualifications qui vont réprimer les sollicitations sexuelles commises au préjudice de mineurs, les propositions sexuelles par téléphone ou internet, la sollicitation de diffusion pornographique, les messages à caractère pornographique susceptibles d'être vus par un mineur. Il y en a pléthore dans le code pénal. Et puis après, il y a les infractions dites périphériques qui peuvent aggraver les faits, les violences, les tortures et actes de barbarie, peuvent s'ajouter à ça la détention et l'usage de stupéfiants, l'association de malfaiteurs, voilà. Donc là, le cadre juridique des infractions est extrêmement large. La difficulté, et c'est ce que manifeste un certain nombre de magistrats d'ailleurs, et dans ce rapport c'est assez clairement dit, c'est que vous avez des qualifications qui se chevauchent un peu. L'exemple type, c'est celui du proxénétisme et de la traite des êtres humains. En 2 mots, le proxénétisme, c'est aider, assister la prostitution d'autrui, tirer profit de la prostitution d'autrui, ou embaucher, entraîner, détourner en vue de la prostitution d'une personne. La traite des êtres humains, c'est différent, enfin c'est formulé de manière un peu différente, mais ça se recoupe beaucoup. C'est recruter une personne, la transporter, la transférer, l'héberger à des fins d'exploitation, dans un certain nombre de circonstances de menaces, violences, par ascendant ou un abus de vulnérabilité, afin de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition de tiers, et afin de permettre la commission, entre autres, d'infractions de proxénétisme. Donc on voit qu'en réalité, la traite des êtres humains se définit notamment au regard du proxénétisme, mais est plus large. C'est plus largement visé dans des cas de transport, d'hébergement, et vise d'ailleurs davantage de situations à dimension internationale que le proxénétisme, qui du coup est réservé plus localement. Et avec des qualifications et des sanctions pénales encourues qui sont plus lourdes dans certains cas pour le proxénétisme que la traite des êtres humains. Donc la première difficulté que soulèvent les magistrats dans ce cadre, c'est que il y a un côté un peu mouvant. On a du mal à bien définir dans quel cas on se trouve dans un cas ou dans l'autre. Et en termes de poursuite, ça peut poser des difficultés. Vous retrouvez ces questions de qualification autour, par exemple, de la notion de association de malfaiteurs en vue de perpétrer un délit ou un crime, ou complicité, c'est-à-dire l'aide ou assistance à un délit ou un crime, où la question se pose aussi. Et c'est sûr que du point de vue du juriste, c'est toujours moins rassurant de ne pas savoir exactement dans quelle qualification on se trouve. Des cumuls sont possibles, la jurisprudence nous l'a dit, entre traite des êtres humains et proxénétisme. Les sanctions encourues sont pas les mêmes, on encourt la sanction dans notre système pénal la plus lourde, mais disons que on aurait besoin d'aligner un petit peu les régimes et de simplifier un petit peu cela. Ça, c'est une des mesures qui est actuellement envisagée par notamment ce rapport. Ok. Tu as dit que tu avais traité quelques dossiers liés à ces questions. As-tu déjà été confronté à des obstacles qui auraient pu empêcher une représentation optimale des victimes mineures de prostitution ? Les obstacles, ils sont très variés. Ils sont d'abord en amont, avant que le dossier soit traité par l'avocat. En tout cas, moi, les dossiers que je traite en tant que partie civile, c'est-à-dire que représentant de la CPE ou de victime, on récupère le dossier, j'allais dire, une fois qu'il a été traité. Il y a déjà des difficultés qui se posent en amont pour les enquêteurs, parce que de plus en plus ces infractions sont réalisées par Internet, avec des moyens, avec les nouvelles technologies. Les réseaux sont de plus en plus mobiles. Obtenir des preuves dans un cadre où les échanges qui sont faits entre les membres d'un réseau, par exemple, sont éphémères sur WhatsApp ou autre, ça peut être difficile. Donc il y a déjà cette première difficulté-là. Se pose aussi parfois la difficulté, lorsqu'il y a une dimension internationale, des conditions de poursuite et de coopération de certains États. Un des cas de figure qui se développe de plus en plus, c'est des cas qu'on dit de live streaming de viol ou d'agression sexuelle commis à l'étranger. Moi, j'ai des dossiers dans lesquels vous avez aux Philippines
des viols ou des agressions sexuelles qui sont filmées à la demande de personnes qui se trouvent en France et qui payent pour assister à cet horrible spectacle. Là, on a des difficultés de coopération des États dans lesquels les actes sont commis et qui rendent les poursuites difficiles et longues et rares par rapport au nombre de faits que l'on sait advenir. Donc ça, c'est une première difficulté. Il y en a un certain nombre d'autres. Une sur laquelle je voudrais insister, je crois que Margot a commencé à en parler tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de central sur ces questions, c'est le statut de victime lui-même. C'est-à-dire que, pour différentes raisons, se réclamer du statut de victime, c'est pas facile. La première, elle est assez évidente, elle va venir à l'esprit de tout le monde, c'est que on peut avoir peur, on peut craindre de représailles. C'est pas toujours évident de dire je me constitue partie civile. Oui, moi je suis une victime, je demande réparation. Il faut du courage. Ça c'est la première. Elle paraît celle-là assez évidente. Il y en a qui le sont un petit peu moins. La seconde, elle dérive de ce que décrivait Margot, qui est que dans un certain nombre de dossiers, les jeunes filles, puisque ce sont souvent des jeunes filles, arrivent à la prostitution dans le cadre d'une relation qu'elles considèrent être une relation amoureuse avec leur proxénète. Ça, c'est un modus operandi qu'on remarque de plus en plus. C'est-à-dire que le proxénète, en fait, repère des jeunes filles, ne s'inscrit pas tout de suite dans un cadre de prostitution, une relation naît, et petit à petit, il l'emmène sur le terrain de la prostitution. Et donc, elles ne réalisent ces actes que parce qu'elles sont amoureuses de ce garçon, et que, habilement, il l'entraîne et lui demande de faire ça, et la conduit de plus en plus à répéter l'acte et en fait à transformer ça en quelque chose de professionnalisant, si on peut parler comme ça. Donc ça c'est une difficulté. Et dans les dossiers, moi ce que j'ai observé, c'est que je pense à un dossier en particulier. La jeune fille à qui on demandait mais pourquoi est-ce que vous avez soudainement choisi de déposer plainte, nous dit c'est parce que un jour j'ai vu ce garçon proxénète avec une autre fille et j'ai compris qu'en réalité il n'était pas vraiment amoureux de moi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu supporter les faits qu'il me demandait de commettre. Donc il y a cette qualité-là, enfin cette problématique-là. L'autre, et si on va encore un petit peu plus loin, et sans que je sois moi-même psychologue, mais c'est ce qu'on observe quand on regarde les dossiers, c'est que se penser comme victime, c'est quelque chose de difficile, voire parfois d'insupportable. Si je réalise ce que je fais, je ne peux pas le supporter. Encore une fois, un exemple, et je pense toujours à la même jeune fille. On avait un rendez-vous avec la confrère qui la représentait. Moi, j'étais en partie civile pour la CPE, et en discutant avec elle, on lui demande, mais alors, dans les faits concrètement, puisque c'est une des questions que le tribunal va vous poser, ça représentait combien d'actes sexuels par jour quand vous étiez dans le réseau? Aucune idée. Incapable de le dire. Et alors on lui pose la question différemment, on lui dit mais combien d'argent cela générait-il? Là, quand on parle d'argent, elle est capable de répondre. Et ensuite on fait ensemble un petit calcul, combien coûte la passe, et du coup combien ça représente par jour. On n'était pas loin de 10 passes par jour pendant plusieurs mois. Et là, au moment où elle réalise cela, il y a un écroulement, elle s'effondre en larmes. Donc en fait, moi ce qui m'a énormément frappé, et ce qu'on voit dans un certain nombre de dossiers, c'est que pour arriver à rentrer dans la prostitution, il faut à un moment être dans une forme de dissociation psychique vis-à-vis de son corps. Donc son corps, on le transforme en objet, on le transforme en outil, on ne se pense plus comme un sujet. Et le retour à la vie, j'allais dire normale, dans lequel on est un être sujet avec des affections, avec des sentiments, et qui est capable de mettre des mots sur une blessure immense et de la penser petit à petit, au deux sens du terme d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de victimes ne déposent pas plainte, et très souvent, dans des procès de proxénétisme, on n'a pas de victimes à la barre et on n'a que des associations. Et j'en profite pour souligner l'importance du travail des associations dans ce cas-là, parce que c'est elles qui viennent porter en fait la parole de victimes absentes, et également indépendamment du fait qu'elles elles œuvrent aussi pour faire évoluer la loi sur des problématiques qui parfois sont insatisfaisantes.
C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les dossiers de prostitution des mineurs, qui articule notamment cette question du volet pénal et de l'assistante éducative. Est-ce que toi, Margot, peut-être avec votre expérience, tu aimerais dire un mot sur le fait que les mineurs ont souvent du mal à se voir comme des victimes, à réaliser qu'elles sont victimes, et donc du coup à déposer plainte? Oui, du coup, complètement. C'est vrai que malheureusement, la prostitution a un réel impact sur ces victimes, en fait, qui étaient déjà victimes avant même de se prostituer. Et comme le disait Maître Marchetti, c'est très difficile pour elles de se considérer comme victime. Puisqu'en se considérant comme victime, c'est accepter et reconnaître tous les traumatismes qu'elles ont vécus. Donc c'est ça qui est très compliqué, et puis c'est surtout que le temps judiciaire n'est pas forcément le temps de la victime. Donc ça c'est une difficulté supplémentaire. Au niveau de la prise en charge, alors donc du coup en France on a posé un régime abolitionniste, donc les personnes qui sont, les jeunes qui sont amenés à se prostituer sont considérés aux yeux de la loi comme des victimes. Les personnes qui sont sanctionnées, ce sont ceux qui assistent à la prostitution des mineurs et ceux qui ont recours. Donc on parle bien des proxénètes et des clients. Donc voilà, la France ne sanctionne pas pénalement les personnes qui se livrent à la prostitution, mais elle entend les protéger en essayant déjà premièrement d'éviter leur entrée dans la prostitution, puis en les aidant à en sortir et à se réinsérer. Donc depuis une loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, on a bien posé l'interdiction de la prostitution des mineurs en France. Et en fait, cette interdiction implique que tout jeune qui se livre à la prostitution relève de la protection du juge des enfants, au titre de la procédure d'assistance éducative. Après, le problème, ce que nous, on relève dans notre association, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de spécifique qui a été prévu pour ces jeunes au niveau de la prise en charge éducative, ce qui est très compliqué, puisque, comme on s'en doute, essayer d'aider un jeune à se reconstruire alors qu'il se prostitue, c'est une démarche très compliquée, puisque d'abord ça doit être une démarche volontaire et personnelle du jeune, puis après il faut aussi les infrastructures pertinentes pour les aider. Donc oui, c'est assez complexe, mais nous ce qu'on préconise, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire pour ces jeunes, donc qui permettra par la suite une reconstruction. Donc il faut que ça soit une prise en charge médicale, souvent addictologique, puisque ces jeunes sont très souvent dépendants aux stupéfiants, à l'alcool et à de nombreuses drogues. Et également, il faut que ça soit une prise en charge psychologique, sociale, et enfin judiciaire, puisque en tout cas nous on pense que c'est très important que ces jeunes victimes obtiennent une réponse de la justice. Ok. Et du coup, est-ce que les actions récentes du gouvernement, comme le plan de lutte contre la prostitution des mineurs annoncé par Adrien Taquet en novembre 2021, vont permettre d'améliorer cette réponse de la justice et la prise en charge des mineurs victimes de prostitution? Sur ce plan, il y a des bonnes choses. La première bonne chose, c'est que ça a mis en lumière le fait que ce soit un phénomène majeur. On en a beaucoup entendu parler, et ça, sur le plan de la com, c'est important, parce que il y a par exemple un éducateur spécialisé qui est venu vers moi en me disant nous on avait ce problème, on n'arrivait pas à le proposer à nos structures administratives hiérarchiques pour faire bouger les choses à notre niveau. C'était quelqu'un qui était à Troyes, la ville de Troyes, et depuis que ce plan est sorti, j'ai pu revenir et j'ai osé le faire. Et je me sentais très légitime pour faire la demande, et elle a été acceptée. Donc vous voyez, sur le plan de la com, c'est important. Et puis il y a eu de l'argent qui a été décidé, en tous les cas, on va voir, qui a été décidé pour faire bouger un petit peu les choses. Après, là où l'association est un peu déçue, c'est sur le plan de la prévention, c'est-à-dire que oui, il y a il y a des choses qui sont prévues pour former les professionnels, ce genre de choses, mais nous, on aimerait beaucoup mettre le doigt sur la prévention primaire, c'est-à-dire pouvoir arriver avant, pour que les jeunes n'entrent pas dans la prostitution. Et ça, pour l'instant, il y a très peu de choses, à peu près rien, en estimant certains estiment que c'est le rôle de l'école de le faire. Or, on se rend bien compte que l'école a du mal à mettre en place ces 3 séances par an depuis la 6e et même depuis le CP. Donc, pour différentes raisons. Donc, nous, on espérait quand même mettre un coup d'accélérateur sur cet aspect-là en disant les jeunes n'entendent pas parler de sexualité par des éducateurs, ils entendent parler de sexualité par les marchands. Les marchands de pornographie, c'est un sujet en soi. Et donc, on se disait, c'est l'occasion
l'occasion, il faut absolument mettre en place un accompagnement, en particulier dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, qui est, comme vous l'avez bien compris, un lieu où se déploie beaucoup la prostitution des mineurs. Et donc, ils ont besoin d'un soutien bien particulier sur tous les aspects de la vie affective, sexuelle et l'argent aussi, les violences au sein du couple. Et ça, c'est important. Et ça, malheureusement, pour l'instant, ça n'est pas vraiment fait. Alors, c'est un premier plan. Il y en aura d'autres. Donc, dans le prochain, on espère que la prévention primaire, il y a de la prévention, mais pas de la prévention primaire, et on attend beaucoup de prévention primaire, et nous-mêmes, dans notre association, on essaye de le déployer parce qu'on y croit beaucoup. Et du coup, on revient un peu sur le cadre pénal, mais Hippolyte, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait aller vers un cadre plus protecteur pour les victimes ? Bon, j'ai pas de réponse idéale là-dessus. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites en ce moment. Je pense qu'on peut s'inspirer quand même, si on parle d'un point de vue strictement légal, du rapport Champrenault qui contient un certain nombre quand même de mesures. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure. La première chose, ce serait une clarification d'un certain nombre d'infractions pour simplifier les poursuites et vraiment avoir un cadre lisible pour tous, et au-delà de ça, qui fasse sens, c'est-à-dire que vraiment on puisse réprimer des comportements qui sont parfois différents de la manière la plus claire qui soit. Ça c'est un premier point. Ce rapport dit un certain nombre de choses sur ce qu'on pourrait imaginer aussi pour améliorer les choses. Je donne quelques exemples. La définition de la prostitution qui est absente du code pénal, ce qui est quand même un peu paradoxal de se dire que on poursuit un certain nombre d'actes de proxénétisme, de traite des êtres humains, et on ne définit pas ce que c'est que la prostitution. Elle émet une proposition. On ne peut pas trancher aujourd'hui sur le fait de savoir si la définition qu'elle propose est la meilleure, mais elle est assez large, et je pense qu'il convient qu'on y réfléchisse. Elle le définit comme le fait de se prêter contre rémunération ou avantage à des relations sexuelles physiques ou virtuelles, ce qui permettrait d'embrasser un champ peut-être plus large que simplement les rapports physiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que le législateur se penche à un moment ou à un autre. Donc voilà deux mesures dans le champ légal. Bon, on sait aussi qu'il y a eu récemment en septembre la création d'un groupe spécialisé au sein de la brigade de protection des mineurs de police, dont l'objectif c'est d'essayer d'intervenir un petit peu plus dans des flagrants délits, d'essayer de multiplier un peu les affaires pour casser une sorte de spirale criminelle au contour tout de même assez angoissant pour les citoyens que nous sommes, et donc essayer de faire émerger aussi cette problématique un petit peu plus dans le dialogue public, pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a quand même un renforcement assez important de ce phénomène, accéléré, on le disait tout à l'heure, par le confinement et la dématérialisation accrue des choses, qui est d'ailleurs un avantage pour ceux qui en profitent, parce que c'est aussi une protection pour eux, la dématérialisation. Donc il faut renforcer les moyens, ça c'est clair, de la police. Sans doute repenser aussi, et le rapport y invite, les relations entre les différents services publics, l'aide sociale à l'enfance, l'école, la famille, les services de police, qui parfois sont un peu trop informels. Moi, je pense à un exemple dans un dossier dans lequel le proxénète d'une jeune fille est arrêté. Elle est confiée aux services sociaux, mais 48 heures après, parce que elle se déclare libre elle est de retour dans le réseau. Voilà, il faut qu'on trouve des moyens de traiter, même si c'est très compliqué en réalité, des problématiques de cette nature, et de renforcer, je pense, les liens entre les différentes autorités qui sont amenées à intervenir. Donc voilà, et puis voilà, en quelques mots ce que je peux dire sur ce point-là. Et Margot, voudrais-tu aborder d'autres points que nous n'aurions pas évoqués ? Alors nous, c'était plus au niveau, oui, du profil des auteurs, en tout cas dans le phénomène de la prostitution des mineurs. Nous, déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est donc quand on parle d'auteurs, on entend les proxénètes et les clients. Aujourd'hui, on peut que faire un portrait, on va dire, des proxénètes, puisqu'il y a encore trop peu de clients ayant recours à la prostitution qui sont condamnés. Nous, à notre échelle, en 2021, on a été partie civile dans une douzaine d'affaires, et seulement une concernait
un homme ayant eu recours à la prostitution. Donc, ce qui est très peu. Mais en tout cas, pour les proxénètes, le profil qu'on peut faire, c'est généralement l'âge moyen, il est de 23 ans. Et donc, il est question de jeunes majeurs qui ont déjà des antécédents judiciaires. On voit généralement que c'est des personnes qui étaient dans le trafic de stupéfiants. Et en fait, ils passent de cette délinquance au proxénétisme parce que le proxénétisme, dans leur calcul coût-avantage, on va dire, ça rapporte plus et ça comporte moins de risques. On voit que dans ces petits réseaux, c'est très bien organisé. Chacun a son rôle bien défini. Il y en a un qui va s'occuper de la sécurité, l'autre du transport et encore un autre, par exemple, pour gérer les annonces sur Internet. En plus, comme on en parlait tout à l'heure, on a remarqué que chez ces auteurs de proxénétisme, il y a une méthode particulière de recrutement. En fait, ils vont profiter d'une prétendue relation amoureuse qui les lie avec ces jeunes filles pour lui demander d'avoir des rapports sexuels tarifés. On appelle ces proxénètes les lover boys. Je mets bien entre guillemets puisque en fait en réalité il n'est pas question d'amour, il est vraiment question d'emprise. Et en fait ces jeunes filles donc sont complètement sous emprise et contraintes au final à se prostituer. Et du coup, donc, pour la fin, la question signature un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te motive, toi, Hippolyte, en tant qu'avocat pénaliste, à t'intéresser à des cas de prostitution de mineurs qui sont pourtant éloignés de ta pratique quotidienne, et notamment de t'intéresser à ce type de dossier par le biais du pro bono. Qu'est-ce que cela t'apporte ? Ça apporte beaucoup de choses. Si j'utilise un terme qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais après tout qui a du sens, c'est celui justement de sens. Quand on est avocat, moi je le disais en introduction, je fais beaucoup aujourd'hui de pénal des affaires, donc dans des dossiers qui sont pas forcément inintéressants, mais qui ont trait à des problématiques un peu différentes. Je pense que ces dossiers de prostitution des mineurs, ils posent en premier lieu la question de l'humain. Et quand on fait ce métier d'avocat, enfin en tout cas moi c'est la raison pour laquelle je l'ai initialement choisi, l'une des raisons, c'est de mettre dans ma pratique professionnelle quotidienne la question de l'humain, du rapport à l'autre, de ce qui est permis, pas permis. Ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre, et de la possibilité d'aider des personnes qui se trouvent dans des situations de grande précarité à ma mesure, qui n'est pas totale, je ne règle pas tous les problèmes, mais les aider à traverser des moments, pour le coup judiciaires, qui sont des moments difficiles, dans les conditions les meilleures qui soient. Donc je pense que ce qui motive avant tout, et je sais pour en discuter avec des confrères qui font la même chose, certains qui d'ailleurs ont une pratique beaucoup plus tournée vers ça au quotidien, c'est un combat. C'est un combat, et ce combat, il est toujours pour l'humain. Il est toujours pour le respect de l'autre, il est toujours pour le rappel de ce qui fait que, encore une fois, un terme galvaudé, on peut vivre ensemble, mais on peut vivre ensemble parce qu'on se respecte, au sens fort du terme. Et je pense que c'est ce qui guide tous les avocats qui ont envie d'avoir une pratique dans ces domaines-là. Indépendamment du fait qu'on fait des rencontres exceptionnelles. Et il y a des moments de vie qui sont fabuleux. Moi, ce que je vous décrivais tout à l'heure, qui est quelque chose d'abominable, d'un certain point de vue sur cette jeune fille qui réalise tout d'un coup ce qu'elle a fait. D'un côté, il y a quelque chose de terrible parce que c'est évidemment de la souffrance. Et de l'autre, on a l'impression que tout d'un coup, elle réalise quelque chose qui est la condition pour elle d'un avenir. C'est-à-dire que elle est obligée d'en passer par là si elle va vouloir à un moment pouvoir reconstruire sa vie et avancer. Et encore une fois, moi je prétends absolument pas pouvoir l'aider totalement sur ce chemin-là, mais ce chemin il est nécessaire. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la prostitution des mineurs. Nous remercions chaleureusement Madame Margot Millet, Madame Bérangère Wallert et Maître Hippolyte Marchetti pour leur participation. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur les intervenants dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités. À très vite pour un prochain épisode.